Bonjour à tous. Avant de recevoir Inès qui vient aujourd'hui nous raconter son métier passion comme tous nos invités, j'aimerais juste rappeler qu'ATL, Allo Tata Lolo, est une chaîne d'orientation pour les plus jeunes et de réorientation pour ceux qui ont passé le bac il y a quelques années. On y présente un panel, un spectre de métiers extrêmement différents, des plus conventionnels au plus, on va dire, IT, technologiquement, en passant par les postes artistiques, par exemple. Voilà. Le but de cette chaîne, qui a été créée il y a 2 ans et demi, c'est essentiellement de créer des crushs pro entre vous et les métiers de nos invités. Et la deuxième chose, c'est de lutter contre le monolithisme à la française, ce que moi je me permets d'appeler ça comme ça, c'est-à-dire une grande rigidité en pensant que encore aujourd'hui on fait une carrière monolithique sur un seul métier, alors que tout le monde le sait et tout le monde le constate. Une vie professionnelle aujourd'hui, c'est plusieurs métiers et c'est plusieurs vies. Voilà. Donc, on aimerait faire un petit peu avancer ce sujet-là. Je laisse la parole à Inès qui vient nous raconter aujourd'hui ce qu'elle fait de beau à une époque où tout ce qui concerne la cuisine finit par frôler le showbiz plus. J'avais envie d'avoir une vision plus, on va dire, plus terrain, très professionnelle de quelqu'un qui est jeune dans ce métier. Voilà, donc je vous présente Inès. Inès, qu'est-ce que tu fais de beau? Bonjour à tous. Du coup, je suis chef de cuisine aujourd'hui. D'accord. Et je travaille en restauration depuis maintenant 7 ans. J'ai eu comme expérience, j'ai passé un bachelor dans une grande école de cuisine, donc c'est un bac +3 en art culinaire et en entrepreneuriat, qui me permettent d'avoir et les compétences au niveau pratique et en même temps la théorie, donc tout ce qui est gestion, marketing et pouvoir possiblement gérer un restaurant derrière et donc être propriétaire. Mais moi, mon objectif, c'est plus de gérer tous les aspects de la cuisine, et donc c'est-à-dire que ce soit la création de la carte, des plats et le prix, et ensuite la gestion de la cuisine entière avec une brigade. Voilà, c'est pour que ce soit complet, et donc d'avoir une vue d'ensemble, c'est plus facile derrière de créer et d'avoir une relation pérenne avec tout le monde, quoi, un petit peu. Voilà. D'accord. Juste, tu as dit une école, on peut la nommer ou pas? Oui, j'ai travaillé, j'ai fait Ferrandi, donc qui est une des meilleures écoles de cuisine, bien sûr. Elle est modeste, vous allez voir. Tout au long du podcast, elle va être très modeste. Oui, c'est une des plus réputées, avec beaucoup de demandes, et donc il y a beaucoup d'entretiens à passer pour pouvoir y accéder, mais derrière, l'excellence, y règne quand même pour beaucoup. Avec beaucoup de pression, c'est sûr. Ouais. Mais c'est un petit peu le monde de la restauration qui est géré par la pression, donc oui. on est toujours en tension, donc c'est un petit peu se mettre dans le bain dès l'école, c'est un peu plus facile, on va dire. Bizarrement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stress, hein. Mais je dis bizarrement parce que on n'est quand même pas, on a reçu des chirurgiens ici, par exemple, on n'est pas, tu vois, il n'y a pas d'histoire de vie ou de mort, mais pourtant cette pression, elle est mise à tous les niveaux. Tu l'as vécu à l'école déjà, c'est ce que tu dis? La pression, elle commence dès le premier jour de l'école, bien sûr, c'est important, et puis c'est représenter dans notre cuisine que représenter la restauration française, la gastronomie, qui est respectée dans le monde entier, donc c'est hyper important. Et en même temps, gérer une pression, ça permet de pouvoir être mieux organisé derrière et de bien s'en sortir. Bien donc sûr. Être dans le bain directement, c'est se rendre compte de la réalité du quotidien d'un cuisinier qui est sous pression, sous tension, tout le long de sa journée, du début à la fin, quoi. Donc à l'école, ils créent une pression artificielle pour vous mettre dans le bain à titre préventif, ou c'est une vraie pression due au travail? C'est ce que je veux dire, c'est un peu pour vous mettre dans le bain, c'est pédagogique, ou c'est véritablement parce qu'il y a de vrais enjeux déjà dès l'école? Dès l'école, il y a beaucoup d'enjeux parce que dès qu'on arrive à l'école, on apprend les techniques de base qui sont les plus importantes, et elles sont nécessaires pour pouvoir derrière faire des créations et avoir sa propre image et sa propre identité en cuisine. D'accord. Okay. Pour avoir son plat signature, il faut quand même connaître les bases. C'est pas inouï, c'est pas inné, et il faut les bases de restauration pour pouvoir bien créer derrière. Mais ça peut être inouï, t'as raison. Ça peut être inouï. C'est ce qu'on attend d'un plat signature, comme tu dis. Exactement. Que ce soit génial et que ça marque. Mais il faut avoir les cartes en main dès le début pour pouvoir justement exceller et faire un plat signature qui soit complètement cohérent avec ce qu'on veut faire, quoi. D'accord. Alors, juste parce qu'il y a toutes les formules qui existent aujourd'hui, entre ceux qui s'inventent cuistot, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est à mourir de rire. Il y en a qui sont passés de la mécanique à la cuisine, et j'en connais quelques-uns, je ne plaisante pas, c'est vrai, dans les TikTok, on en attrape quelques-uns, puis il y a des gens extrêmement balèzes, il y a de tout. Donc, dans ce grand spectre-là, recentre-nous en nous expliquant à ceux qui nous écoutent, officiellement, en quoi consiste exactement le métier de chef cuistot. Métier de chef cuisinier. Tu vois, le nœud de la fonction, quoi, le noyau dur.
Oui, le métier de chef cuisinier, il est de gérer une brigade, d'établir des menus, d'avoir une coalition avec la salle. Donc en fait, le chef cuisinier, c'est le chef d'orchestre de la cuisine, que ce soit enfin, sur tous les plans. Et c'est aussi un formateur, c'est lui qui va donner sa passion aussi aux apprentis, aux stagiaires qui peuvent être là, aux anciens, aux chefs de partie, enfin à tous les postes. Et c'est lui qui permet de donner un tempo et d'avoir un rythme qui est assez soutenu et en même temps sans avoir une surcharge sur les employés pour pas qu'ils paniquent non plus. Un bon chef de cuisine, il hurle pas sur ses employés et il n'est pas tout le temps derrière eux. S'il voit que la personne elle est pas bien, il va aller essayer de prendre un peu de compassion. Enfin, être un chef cuisinier, c'est pas forcément ce qu'on voit à la télé, donc c'est pas forcément. Voilà, Cauchemar en cuisine, le chef Etchebest, et je le respecte énormément. Quand il a commencé, ce qu'on a retenu de lui au début, c'est qu'il hurlait sur tout le monde. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Il a fait sa réputation là-dessus au début aussi. Voilà, aujourd'hui, il est beaucoup plus, on va dire, dans la tolérance et il essaye d'être un peu plus pédagogue aussi quand il explique les choses. Et après, je remets pas du tout en question son travail, hein, mais il y a une façon d'apprendre et je pense qu'aujourd'hui, en 2025, hurler sur les gens et se faire incendier, c'est plus une façon de transmettre la passion. Voilà. Il faut passer à autre chose. Dans tous les domaines, il faut revoir sa pédagogie en ce moment. Exactement. En France. Alors du coup, comment dirais-je, toi, ça t'a pris quand la première fois cette histoire de vouloir, parce que moi je cuisine tous les jours aussi, et depuis longtemps, et j'adore ça, et j'espère que d'autre côté ça se passe bien aussi, mais cuisiner tout le temps, il faut vraiment avoir une passion. Et elle naît comment, cette passion pour la nourriture et le fait de donner? Parce que ce n'est pas la nourriture, c'est la générosité de ce qu'est la cuisine. Elle vient de mes origines, elle vient de la transmission que mes grands-mères m'ont faite. C'est ce que j'aime dans la cuisine, justement, c'est que c'est de la transmission, c'est de la passion. Et en même temps, tout le monde doit manger à un moment donné. C'est un moment de partage. Et qu'on soit triste, heureux, en colère, on doit manger. Et le fait que le plat soit bon, c'est un certain réconfort. Donc en fait, en cuisinant, je donne une partie de moi pour réconforter quelqu'un, on va dire. Quand on n'a pas d'argent, on mange. Quand on a beaucoup d'argent, on mange. Tout dépend, mais en fait, on finit tous par manger. Donc, c'est mignon, ce que tu dis. C'est hyper important et je trouve que c'est une des façons de rassembler tout le monde. Qu'importe l'âge qu'on ait ou les origines qu'on a, on finit tous par manger. Donc partager un repas, c'est ce qu'il y a de plus beau, je trouve. Et donc, c'est un peu ma façon de m'exprimer. C'est mon petit jardin secret. Quand je ne sais pas trouver les mots sur quelque chose, je fais à manger pour quelqu'un et ça transmet mes émotions. J'espère, en tout cas, c'est mon objectif, quoi. C'est adorable ce que tu dis. Tes grands-mères, elles t'ont donné quoi à travers la cuisine, par exemple? Si tu fais un petit pédalage, un rétro-pédalage, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, ces femmes? Mes grands-mères, elles m'ont montré que être une femme dans la vie, c'est pas forcément facile, mais qu'en même temps, il faut être leader, une mère de famille. Enfin, mon père vient d'une famille nombreuse, donc il y avait beaucoup d'enfants à la maison, et la mère tient tout le monde, elle arrive à s'en sortir, à faire à manger, à faire vivre tout le monde, et c'est important. Et quand il y a des événements, c'est le repas qui est important, surtout dans mes origines. Enfin, la famille est importante, le partage des repas, c'est des plats qui sont familiaux, qui sont grands. Bien sûr. Et les adapter à une version un peu plus traditionnelle, on va dire, surtout en France, c'est beau, je trouve. Bien sûr que c'est beau. C'est mon héritage et c'est ma façon de le transmettre. C'est très beau. Quand tu dis mes origines, c'est quoi, l'Algérie, non? Oui, totalement. L'Algérie, ma grand-mère maternelle est de Kabylie. Ah, c'est encore une autre cuisine. Hein. Voilà. C'est pas la cuisine algérienne. Là, c'est encore autre chose, la Kabylie. C'est tout à fait. Il y a des plats très, très intéressants et très typiques. Et mon père vient du sud, des portes du désert. Donc, j'ai deux mondes complètement différents qui, finalement, se retrouvent et s'assemblent vachement bien. La cuisine kabyle est très raffinée. Et celle du sud, elle est aussi raffinée, mais il y a beaucoup de surprises. Il y a, par exemple, le pain qui est cuit dans le sable quand on descend un petit peu chez les Touaregs, etc. Ça. Et c'est des façons qu'on peut apprendre et qu'on peut transmettre en France. C'est-à-dire qu'on peut cuire d'autres choses dans le sable et c'est un goût que les gens en France ne connaissent pas forcément. Donc, c'est aussi de transmettre et faire apprendre les origines d'un peu tout le monde, enfin l'Algérie en général, et dire que c'est pas forcément que du couscous. Sûr. Non, mais c'est vrai, bien sûr, il y a tellement de choses. Et par exemple, donne-nous justement, profitons-en, les plats, le plat qui serait le plus important, le plus cuisiné en Kabylie, par exemple. Donne-moi un ou deux exemples. Il y a forcément... Le couscous reste quand même un classique chez nous. C'est le plat qui rassemble quand il y a des grands événements. Mais c'est pas un plat qui va être mangé au quotidien par tout le monde, non, mais etc. on connaît le couscous, tout le monde connaît. Mais un truc qu'on connaît moins, qu'est-ce que tu pourrais nous dire?
Trida, c'est des Trida. pâtes de semoule qui sont cuites dans un bouillon de volaille. Donc, il y a un bouillon blanc comme un fond blanc de volaille comme on peut faire en France. Ouais. Et c'est servi avec des petits morceaux de poulet qui sont cuits à l'intérieur, justement. Et donc, c'est un plat enfin, finalement, c'est des pâtes au poulet, mais qui ont un goût très fin et qui diffère de ce qu'on peut manger ici. Les épices ne sont pas différentes, voilà. Bien sûr. Ouais. Forcément, les épices dans les plats du Maghreb, elles sont importantes. Et donc, ça apporte une touche qu'on n'a pas forcément chez nous en France. Nous, on cuisine beaucoup au beurre en France, alors que là... C'est autre chose. Hein. Alors moi, je suis pas française, hein, le beurre jamais dans la cuisine. L'huile d'olive, beaucoup d'épices aussi. Ouais, si, ouais. Ça, c'est très important. Par exemple, quelle épice tu utilises beaucoup, par exemple, dans ta cuisine, justement? Le ras el hanout. Après, j'ai quand même beaucoup... j'aime beaucoup le soumac, qui est par contre libanais. Peu utilisé, mais qui est libanais, absolument. Voilà. Mais parce que sa touche acide me rappelle, me plaît. Et justement, ça donne un équilibre et un contraste au plat qui n'est pas forcément là. Il y a une rondeur qui est recherchée dans les plats français. Alors que moi, justement, dans les plats méditerranéens, ce que je trouve beau, c'est que les produits sont tous différents. Et donc, l'assemblage donne un goût et un équilibre hyper intéressant. Et avec le sumac, tu peux casser aussi. Exactement. Ça casse un petit peu la rondeur dont tu parles. Et du côté des portes du soleil de ton papa, ça, tu mettrais quoi comme plat qui serait forcément un plat connu, le michoui, la cuisson dans le sable. Oui, c'est ça, simplement, d'accord. C'est méchoui, oui. C'est la cuisson longue durée comme on peut la faire pour d'autres plats en France. Le fait de faire ça dans du sable, ça apporte un goût qui est différent. C'est même différent d'une cuisson au barbecue. Donc c'est quelque chose qui n'est pas connu. Et faire d'autres choses que du mouton au méchoui, c'est un peu transmettre et moderniser et s'adapter aux plats qu'on a en France. Enfin, on n'a pas forcément un mouton sous la main à côté de nous. Non, c'est clair. Puis c'est long, surtout. C'est très long. Parce que c'est très long, ça. C'est ce que, tu vois, c'est ça. C'est peut-être ça le premier frein, c'est que c'est très long. Mais c'est délicieux, mais c'est très long. Voilà. Donc ça, je ne savais pas que c'était de cette partie-là de l'Algérie. Ouais, donc c'est hyper intéressant. Oui, donc toi, au croisement de toutes ces cultures, tu fais ta mixture personnelle. Et Totalement. donc c'est comme un peu, c'est pas un peu magique, et puis c'est très culturel, c'est un peu magique la cuisine quand même, parce que là tu es en train de mélanger des choses différentes. Tu penses français, tu es française, tu penses français, et puis tu as toutes ces racines qui viennent dans ta cuisine. Est-ce que dans ce que tu fais depuis ton début de ta carrière, tu as cette liberté de faire tout ça ou pas? Ou il y a des normes, il y a beaucoup de choses qui t'ont un peu gêné aux entournures, ou qui t'ont un petit peu resserré au niveau de tes envies créatives? Jusqu'à ce que j'atteigne le poste de chef, oui, c'était sûr, c'était compliqué de pouvoir intégrer mes origines dans mes plats. Ou à l'école, quand on me rappelait que je pouvais faire un couscous parce que j'étais d'origine maghrébine, c'était assez mais c'est nerveux. Ouais, ça se dit encore, ça. Oui, ça se dit encore. Ouais, c'est super, on évolue vite. Et puis c'est fait par des professeurs, et puis ça leur paraît normal de faire ce genre de réflexion, alors que finalement, on est tous là pour apprendre. Donc j'aurais préféré apprendre un plat français. Plutôt que d'apprendre quelque chose que je fais depuis que j'ai 10 ans. Quoi. Donc, oui. Puis surtout pour être évalué par une personne qui n'est pas d'origine maghrébine et qui donc ne connaît pas vraiment. Et qui donc va mal m'évaluer derrière et va me mettre un 9 sur quelque chose, c'est pas possible. Enfin, après, c'est un peu le jeu de l'école et voilà, mais... qui t'apprennent la blanquette de veau, voilà. Ça oui. les bases de la cuisine, je les ai apprises. Donc moi, c'est mes bases à moi que j'avais déjà apprises avant d'arriver, donc j'avais pas nécessité à... donc c'est complexe, mais depuis que je suis arrivée au poste de chef, le premier restaurant que j'ai ouvert, c'était un restaurant méditerranéen. Donc c'est super, ça tombait bien. Voilà. Ouais. Après pour la création, c'était un peu inné. Enfin, c'est-à-dire que j'ai mes bases et j'ai la créativité qui vient derrière, le rappel de mes origines qui vient derrière, les pays où j'ai voyagé aussi. Donc je vais avoir des inspirations asiatiques qui peuvent se rajouter. Ça. Et le fait de tout mixer, vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant parce que la France, c'est de la mixité, c'est de la culture, c'est de la diversité. Bien sûr. Et on est tous là, donc il faut... Et on mange tous, comme tu disais. Voilà, on mange tous, donc autant tout partager. Bien sûr. Et l'Asie, c'était quelles influences, quel pays asiatique tu as J'avais un chef japonais. Ah, c'est génial. Qui m'a appris donc toutes les techniques de découpe de poissons, etc. Tout ce qui est soja, miso, tous les mélanges qu'on peut faire. Et donc, que ce soit en marinade ou en cuisson ou en laquage. Et c'est des techniques qu'on n'utilise pas totalement tout le temps en France. Non, le laquage, c'est génial à faire, je trouve. Exactement, et ça apporte un contraste sucré-salé ou pas forcément qui est hyper intéressant. Le mélanger avec les épices maghrébines derrière, c'est encore plus extraordinaire et ça représente et le partage et la France et la diversité.
Et Donc, l'avenir, finalement, parce que voilà, le mélange de toutes les cultures, c'est l'avenir, je c'est trouve. exactement ça. Hein, on est tous humains. Alors, et autre chose qui m'intéresse beaucoup, c'est si tu es très franche, donc je suis Ouais. confiante. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton travail, honnêtement? Et de quoi tu te passerais bien si tu devais sous-traiter une partie? Ce serait laquelle? Tu vois les deux. Ce qui me fait le plus kiffer, c'est la création, le partage, la transmission, d'apprendre aux plus Ouais, jeunes, ouais, parce que il y a des manières d'apprendre, et donc forcément la méthode en 2025 où on hurle sur tout le monde et on est hyper exigeant pour rien, moi elle ne m'intéresse plus. Et il y a certains moments où pendant un jus par exemple, je vais avoir ce travers d'hurler, et au final je vais me rendre compte que c'est ce qui m'a marqué et qui a mm, fait qu'aujourd'hui il y a certaines limites dans ma patience. Et donc, je préfère vraiment transmettre et montrer à la nouvelle génération de futurs cuisiniers que, certes, c'est un métier qui est difficile, mm. mais que pour bien le faire, il faut juste être passionné et avoir un juste milieu et savoir que c'est pas notre vie non plus. C'est un métier, c'est de la Absolument, transmission, mais absolument. il y a une vie à côté et il faut faire la part des choses entre les deux. Ouais. Tu les aides à relativiser. Il faut relativiser parce que aujourd'hui, d'accord, moi je me passerais bien de faire des longues journées, de passer 12 heures en cuisine pour, euh, pour servir des gens. Enfin, le but, c'est de partager et pas de donner Ouais. de sa personne sans récupérer derrière. Il y a un juste milieu à trouver entre les deux et il est très Ouais. compliqué, ouais. Ouais, il est très compliqué. Et qu'est-ce qui l'empêche justement? Pourquoi c'est si compliqué que ça? C'est quoi? C'est C'est, cette chape de plomb qui consiste à mettre un stress tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur un truc qui c'est, finalement n'est que passer à table entre adultes consentants. Je veux dire, tu vois? Je veux dire, faut se calmer, quoi. Tu vois? Donc, c'est, qu'est-ce qui fait ça? Moi, j'ai une vague théorie quand même, parce que j'ai vu beaucoup d'émissions et tout ça, ça me saoule de voir les jeunes. Bon, là, en ce moment, c'est la mode. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'émissions sur le sujet. Ça tourne et ça retourne. Ils attrapent un sujet, ils te le balancent sur la tronche pendant des mois, puis après, ils n'en parlent plus du tout. Donc, ça va tourner. Mais à force de voir ça, quand même, ça énerve de voir tous ces mômes qui souffrent en cuisine et qui baissent la tête. Parce qu'il est là le problème. Ils passent chez Justine Bollard, machin, ce qu'ils ont souffert, mais ils n'ont rien fait. J'ai écouté l'autre fois l'émission, ils ne bougent pas. Donc, toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Comment tu vois? Parce que tu es toute jeune. Tu as 26 ans, non? ouais, Je crois, voilà. c'est ça, voilà. Donc, tu as envie de faire carrière là-dedans, je suppose? Oui, oui, et puis j'ai Bon. quand même eu des grosses périodes de doute où j'ai voulu arrêter. Dans les premiers stages que j'ai eus, je suis tombée sur des chefs où je travaillais 70 heures par semaine, où je comprenais pas trop l'intérêt de travailler autant. Je n'étais pas heureuse dans ce que j'étais en train de faire. Je me suis dit, mais pourquoi je choisis ce métier, etc. Et c'est cette période de doute qui me permet de me rendre compte que c'est vraiment quelque chose que j'aime. C'est instinctif, c'est inné. Quand je vais pas bien, je vais en cuisine, j'arrive à créer, j'arrive à sortir un peu Hmm. tout ce qui va et tout ce qui est important. Et aujourd'hui, quand je me sens pas bien dans une entreprise, bah, je démissionne, je pars. Et T'as raison. par contre, j'exprime mon mécontentement avant de Mhm. partir. Mhm. Et j'ai des chefs avec qui je travaille qui respectent ça et justement qui aiment bien travailler avec moi parce que j'ai un franc-parler. Et aujourd'hui, j'ai plus peur comme j'ai pu avoir peur au début de ma carrière. Au début de la carrière, on nous fait comprendre que il faut faire des grandes maisons, qu'il faut travailler avec des grands chefs, que c'est comme ça qu'on va apprendre, qu'on va avoir un dossier béton. Oui, Et finalement, c'est faux. Enfin, travailler avec un chef passionné qui adore transmettre, c'est 1000 fois mieux que de travailler pour des grandes entreprises derrière, des gros noms, etc. Les chefs étoilés que je respecte énormément, ils sont pas tous meilleurs que certains qui n'ont pas d'étoiles. Enfin, Tu vas dire humainement. Et humainement techniquement aussi parlant ou et pas? Et techniquement parlant techniquement aussi, aussi, c'est oui, ce que oui, tu constates totalement. toi en tant que spécialiste. D'accord. Donc, Personne n'est meilleur que d'autres en cuisine. oui, Il y a pas de, enfin, il y a un peu de comparaison parce que forcément il y a de la technique, mais la créativité, elle s'évalue pas en fait. absolument. Et c'est un cuisinier, pour moi, il est tant technicien qu'artiste. Hmm. Donc il faut un juste milieu entre les deux. Et il y a certains chefs qui sont juste bons en technique, qui apprennent les bases de la cuisine française, qui respectent toutes les normes. Mais derrière, niveau créativité, ça reste très plat. Et donc c'est un peu Eh dommage. ben, vraiment, c'est du gâchis plutôt. Euh, Là, tu es trop jeune pour prendre beaucoup de recul, mais depuis le début de ta vie professionnelle, parce que je t'ai demandé quand ça t'a pris, quand je t'écoute, je me rends compte que c'est pas, il n'y a pas eu un moment, c'était très naturel. Ça C'est a depuis tout toujours, oui. petit, et très naturellement, tu es parti là-dessus. T'as pas eu un moment de doute sur un autre métier ou une autre formation? Quand on m'a demandé ce que je voulais faire, à partir de 10 ans, je disais que je voulais faire de la cuisine. D'accord, J'ai ça, pas ok. lâché et j'ai continué. Même quand je suis arrivée au lycée, j'ai passé un bac général, un bac ES. Et c'est vrai que c'était très difficile. Mes CPE, mes professeurs me demandaient qu'est-ce qui se passait. J'arrivais pas du tout à suivre. J'avais pas du tout un bon niveau.
Et je leur ai dit que ça m'intéressait pas, que je savais pas pourquoi j'étais là, parce que mes parents m'avaient demandé d'avoir un bac général, mais moi, je voulais faire de la cuisine. Et donc, finalement, ils m'ont accompagnée, ils m'ont permis d'avoir un dossier béton pour entrer dans cette école, justement, et faire ce que je voulais. Et quand j'ai ouvert mon restaurant et que je suis passée chef de cuisine, ils étaient heureux pour moi et vraiment, ils m'ont tous félicité. Je les ai appelés et ils m'ont dit on est très content d'avoir pu t'accompagner. Et franchement, je suis très heureuse d'avoir eu ces profs avec moi pour m'accompagner. Ses profs et ses parents qui Ses sont... profs, ses parents. Tu as été très bien entourée là-dessus, sur ce coup-là. Bien sûr, il y a même la jeunesse de ma ville qui m'a accompagnée, qui me faisait faire des semaines marmitons, on les appelait. Donc on passait toute la semaine à cuisiner avec mes copains pour que je puisse m'entraîner et avoir un dossier super pour pouvoir entrer dans mon école. Non, c'est génial. Il y a toutes les personnes qui m'ont accompagnée pour suivre mon projet. Bien sûr, c'est grâce à elles que je suis là aujourd'hui et que j'arrive à me rendre compte que il faut que je fasse ce métier parce que je l'aime et pas parce que j'ai pas le choix. Et finalement, je veux pas le quitter. Même quand on me force à vouloir le quitter pour des soucis de santé, je dis oui, d'accord, et puis je continue. Et donc, aujourd'hui, j'essaye de trouver un juste équilibre entre ma vie professionnelle, qui est très importante pour moi, mais aussi ma vie privée, ma vie... Bien sûr. Envisager d'avoir une vie familiale autour. Il faut avoir une vie. Le travail, il est important. La transmission, la cuisine, elle est magnifique. Mais ma vie aussi est belle et j'ai envie de vivre totalement, quoi. Et donc, travailler 70 heures par semaine, c'est pas possible si on veut avoir une vie. Mais pourtant, tu veux continuer, on est d'accord. Pourtant, je continue à travailler en cuisine et j'adorais ça et je vais pas lâcher. Non. Et aucun regret, donc sur ces 26 années, il n'y a pas un truc que tu aurais changé si c'était à refaire à ce jour, qu'est-ce que tu ferais de différent ? Je me serais peut-être pas autant mis la pression pour rentrer dans cette école de cuisine parce que qu'importe le diplôme, quand on est passionné, la technicité qui est importante, les bases de cuisine, on les apprend forcément. Il faut juste tomber sur les bonnes personnes pour pouvoir apprendre. On apprend beaucoup plus, j'ai envie de dire, en étant en entreprise, dans le feu de l'action qu'en étant à l'école. À l'école, on apprend la théorie, un petit peu les bases, on est un peu, on va dire, en immersion dans le début du monde de travail. Mais dès qu'on rentre en stage, là, c'est la vraie vie. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on sait si on aime vraiment ça ou non. D'accord. Voilà. Et tu te projettes comment à 10 ans ? Tu t'imagines dans quoi ? Tenir un super resto qui plaît à tout le monde et qui ne désemplit jamais ? Ou tu as d'autres possibilités ? Aller cuisiner pour des grands princes dans les Émirats ? Non, mais il y a plein de formules extraordinaires aujourd'hui. Hein. C'est vrai que ça a été très compliqué pour moi justement de trouver ça. J'ai fait beaucoup de saisons dans beaucoup de cuisines différentes, que ce soit de la gastronomie, du bistrot, de la brasserie. J'ai même fait du club vacances pour pouvoir un peu... tous les aspects de la restauration, que ce soit du gros débit, du petit débit, ou que ce soit de la cuisine dite à l'assiette, en service, en 6 services, etc. Pour pouvoir avoir justement tout le panel devant moi et pouvoir être sûre de ce que je voulais. Aujourd'hui, je me rends compte que j'aime bien faire de la bistronomie, donc c'est travailler des beaux produits, les respecter, et en même temps avoir un beau dressage, quelque chose de raffiné, pas de bourrin, je reste quand même... Ça reste dans ma personnalité, donc c'est vraiment le reflet de mon image aujourd'hui, c'est travailler de la bistrot et partager avec les plus jeunes, les plus passionnés, mes origines et la mixité. C'est joli. Mais j'ai vu ce que tu as fait, là, tu m'as montré tes médaillons au homard, là, c'est très sympa. Avoir les fêtes, c'est tout à fait adapté. C'est très esthétique. Après, j'aime quand même faire beaucoup de gastronomie, donc ça m'arrive de faire des extras, justement... Là, pour le coup, dans une grande marque française, travailler pour les grands directeurs de grandes marques françaises, les servir sur du dressage à l'assiette, sur un banquet de 80 personnes comme là. C'est déjà pas rien, ça, voilà, franchement. Et pour moi, c'est un kiff. J'adore faire ça. C'est énormément de pression, énormément de travail, mais le résultat derrière, il est magnifique et les gens, ils sont contents. C'est 2 jours de travail pour 1 heure d'envoi. Finalement, le ratio, il n'est pas énorme. C'est joli ce que tu dis, 1 heure d'envoi. C'est joli ce mot-là, d'ailleurs. Comment dirais-je, c'est un stress sain qui se fait pendant ce temps-là. On est d'accord quand tu dis il y a du stress, mais bon, tu es contente, c'est l'adrénaline, du bon stress, exactement. C'est du bon stress, tu es contente. Et t'envoies, tu donnes, et à chaque fois que tu dis, quand on a l'impression que tu lances le truc, c'est de l'amour, c'est comme tu dis tes origines, donc c'est vachement important. On sent vraiment que tu es à fond dedans, tu es dedans, puisque tu parles des origines. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tu envoies ton ADN quelque part, tu vois. Ah, c'est une partie de moi dans chaque assiette. C'est ça. Donc, et vu la tête des assiettes, c'est une très jolie partie de toi. Donc, et ça, c'est génial. Et donc, la question que je te posais, c'est effectivement, tu te projettes sur quoi ? De continuer comme ça ? Si tu dois te projeter sur une dizaine d'années, tu t'imagines là-dedans jusqu'à tes 36 ans, 30 ans, 40 ans. Après, l'objectif, là, pour le moment, c'est de prendre le poste de chef de cuisine. Mais derrière, c'est plus forcément d'être autant en cuisine, d'être sur la création, le management, la gestion et avoir un peu plus de choses à gérer différemment. Tout à fait. Mais ça reste quand même...
Enfin, c'est quand même faire de la cuisine toujours, ça restera. Je pense que j'ai beau essayer d'avoir... Enfin, je me suis posé la question de si je voulais faire autre chose. Bien sûr, et je me vois absolument rien faire d'autre. Donc, c'est peut-être mettre un peu le pied levé sur le temps le nombre d'heures passées en cuisine, on va dire. Pour vivre un peu à côté, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Travailler 8 heures en cuisine avec un jus, le jus, c'est ce qu'on appelle le moment du service, c'est très important, ouais. Mais ça reste fatigant, mais j'ai pas envie d'arrêter. C'est qu'une bonne nouvelle, hein, qui t'empêche de continuer. Totalement. Je crois que personne, ça se passe bien. Ça se passe bien en cuisine. Parce que qui t'empêche, les gens sont sympas, une bonne ambiance. Totalement, oui. Bien, je veux dire, tout le monde, il y a du respect. Ça, c'est le thème à la mode aujourd'hui. Est-ce que tu as senti ce qu'on entend partout, ce qui est tout à fait possible? Il y a des gros problèmes pour les jeunes femmes. Oui. Ah oui, donc il y a des gros problèmes. Il y a des problèmes d'harcèlement, d'agression, que ce soit par des hommes ou par d'autres femmes, mais notamment des hommes. Il faut, en tant que femme, prouver un petit peu plus que tout le monde, et ça devient fatigant. Après, c'est un petit peu... Moi, je pars du principe que c'est le travail qui fait ses preuves et pas moi, avec mes mots. Je fais mon travail et derrière, si quelqu'un a quelque chose à dire, j'irai... Enfin, je suis très franche et je ferme pas ma bouche. Donc, s'il y a quelque chose, j'irai toujours le dire, quoi. Mais ça arrive. Et ça arrive, et c'est arrivé tout au long de ma carrière. Ah oui, tout au long. Avant, quand tu étais gamine, et jusqu'aujourd'hui maintenant? Jusqu'aujourd'hui, toujours. Et les premières années d'expérience... j'ai eu une agression, je me suis imposée, j'ai dû combattre la direction pour leur faire comprendre que je n'irais pas me taire et que c'était pas normal et que c'était inadmissible. Mais j'ai démissionné, je suis partie, mais derrière je me suis pas gênée. On reste dans un petit milieu, donc en fait les rumeurs, elles se disent, enfin elles partent très vite, elles sont sues par tout le monde très rapidement. Donc il faut pas se taire et il faut pas lâcher les choses. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de transmettre, parce que les jeunes filles qui commencent, elles se font autant embêter que j'ai pu l'être, mais elles n'ont pas forcément le même caractère, et il faut les soutenir et les aider pour que, justement, elles s'imposent et qu'elles comprennent qu'elles ont autant la place. Enfin, on a autant notre place qu'un homme en cuisine. Oui. Le sexe ne veut rien dire. Moi, en plus, je suis une femme qui suis lesbienne, donc m'affirmer et montrer aux autres que je ne suis pas intéressée, et en plus me prendre des réflexions derrière... Ça m'a pas arrêté, ça m'arrêterait jamais. Mais t'as rencontré ça? T'as entendu des choses là-dessus, sur tes options sexuelles? J'ai eu des choses sur mes options sexuelles, sur mes origines, que ce soit de la discrimination positive ou négative, qu'il faut rentrer dans les quotas, etc. J'en entends parler tous les jours. Hein. Et aujourd'hui, quand j'entends des choses comme ça, je claque la porte, je pars et je ne donne pas suite. D'accord, donc il n'y a pas que dans les assiettes que tu as envie de faire avancer les choses. C'est hyper important aujourd'hui, oui. Bien sûr. Ça y est, on est en 2025, tout le monde, ça évolue partout, sauf en restauration. Maintenant, le prochain cap, c'est que les conventions collectives, elles s'adaptent et que le domaine évolue aussi un petit peu pour tout le monde, quoi. C'est très, très important. Alors, comme on arrive presque déjà au bout du podcast, je vais te poser 2 dernières questions. Une question bassement ou bêtement matérielle, mais qui pour moi ne l'est pas, puisqu'on s'occupe d'orientation de jeunes. Ils ont très envie de se dire, je vais faire la même école que cette jeune femme qui est passionnée. Et qu'est-ce qu'on gagne quand on est chef cuistot à peu près? À un niveau de moins une enveloppe brute de salaire? Parce qu'en France, on parle en brut. À peu près, on sache ce qui les attend. Les grandes écoles de cuisine, quand on finit l'école, on nous dit qu'on va gagner à peu près 35 000 euros par an. En réalité, on est autour de 20 000, entre 20 et 25 000. Donc en fait, au niveau du prix de l'école, surtout pour la formation, en l'occurrence que j'ai faite, c'est à peu près 12 000 euros par an aujourd'hui. Donc c'est un crédit étudiant, et en fait, je me rends compte que c'est pas forcément nécessaire. Il y a d'autres diplômes qui sont faits. L'école est publique, donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'être formé, d'avoir des chefs en apprentissage ou en stage. Et certes, l'école, le nom, la renommée est importante. Oui, je trouve encore. Ouais. Ça reste quand même beaucoup plus facile, mais en soi, tant qu'on est passionné et qu'on arrive à faire ce qu'on veut, l'école n'a pas d'importance. Tu en as déjà parlé tout à l'heure. J'ai vu que tu as déjà évoqué ce thème avant que je te pose la question. Du coup, comment il s'appelle le diplôme? Si quelqu'un veut être chef cuistot dans le public, ça se fait dans quelle école publique dont tu parles? Ce serait lesquelles? Diplôme, par exemple, mon école Ferrandi est publique. Elle est publique, celle-là. Oui. Elle est publique, mais tu dis c'est 12 000 euros par an. Parce que c'est c'est la formation Bac+3 qui est privée. Ok. Donc toutes les autres formations, le BTS, le BTM, sont gratuites. D'accord. Mais c'est le bachelor. Donc c'est un accéléré. On passe du CAP au Bac Pro au Bac+3. Une année, on a tous les... Ça condense 5 ans de formation en 3. Oui, c'est ça, c'est pas mal, cette idée. C'est quand même hyper intéressant. C'est une bonne idée ce qu'ils ont fait, oui, je trouve, parce qu'au lieu de faire 5 ans, sachant qu'après, la pratique est tellement fondamentale dans ce métier,
Pas peine d'en parler pendant 8 ans. Ce qu'il faut, c'est absolument... C'est des longues journées de travail, mais oui. Longues journées, mais on apprend surtout sur le terrain quand même. Et si tu devais dire, parce que c'est toujours très important, qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Donc moi, je demande toujours les 2-3 verbes qui te font te lever le matin ou qui sont tes valeurs quand ça va pas bien et que tu te dis, attends, il faut que je fasse ça, quoi. C'est quoi tes 3 verbes qui te font avancer? Partager, transmettre et joie. Donc donner de la joie. Donner de la joie aux gens, c'est vraiment la cuisine, toi. Tu t'es pas trompée. Non, ça c'est sûr, je l'ai toujours dit. Et plus on me demande d'arrêter, et plus j'ai envie de continuer finalement. D'accord. Oui. Tu aurais un petit conseil à donner à nos camarades avant de terminer ce podcast sur ce que tu veux, de la vie en général ou dans le travail? Oui, qu'il faut faire quelque chose qu'on aime dans la vie. Et même si la cuisine, par exemple, c'est très difficile, si on aime, il faut s'écouter et trouver un juste milieu entre la passion et le boulot. Mais c'est pas incompatible. Bien sûr. Rien n'est impossible. Voilà. Tu as commencé à le prouver et tu vas continuer. Exactement. Je crois. N'est-ce pas? Inès, mille merci d'être venue nous raconter ton métier passion. C'était passionnant. Moi, j'ai adoré. C'est passé très vite. On vous souhaite une excellente journée en fonction du moment où vous regardez ce podcast. On vous donne rendez-vous sur d'autres podcasts qu'on a reçu beaucoup de gens passionnants. Et on vous souhaite beaucoup de santé, un bon coup de fourchette. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter comme bon coup de fourchette? Qu'est-ce qu'on conseille dans l'assiette? Se faire plaisir. Toujours. Toi, c'est le plaisir d'abord. Le plaisir. Tu vas pas parler de santé, de choses comme ça. Il y a un juste milieu entre les deux, mais le plaisir ne veut pas dire mauvaise santé. Au contraire, moi je suis d'accord. Les fruits et les légumes, ils peuvent être très bons, très gourmands, et pourtant on reste dans un bon équilibre. Donc non, se faire plaisir, mais sans abuser trop de beurre, par exemple. Remplacer par de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est très bon. Bien sûr. Oui, ça c'est très bonne idée. Pourtant, oui, mais on a la Normandie. Mettre un peu de couleur dans la vie, on va dire, dans l'assiette. C'est plus important. D'ailleurs, c'est très équilibré, c'est bon pour la santé. Plus il y a de couleur, plus on est sur la bonne voie. Voilà. Mais on est en France, c'est vrai que là, les Normands, ils vont pas être contents, parce que les Bretons non plus, parce que effectivement, le beurre, ça peut être amusant en fin de cuisson. Voilà. Moi, par exemple, les endives, les choses comme ça, les choux de Bruxelles, je les fais à l'huile d'olive. Et puis en fin de cuisson, une fois qu'ils sont quasiment, je mets une noisette de beurre à la fin, un peu de sel de Guérande, par exemple. Voilà, tu fais tourner dans la poêle et c'est un très bon goût. Voilà, et ça peut être un vrai repas. Totalement. Avec un œuf à côté si on veut. Il faut aller à fond sur les fruits et légumes. Oui. Inès, mille merci. Merci à toi. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Ciao.